Fait que salut tout le monde, bienvenue à Une Seconde Rocks, et cette semaine, on analyse Frankenstein de Mary Shelley. Ok, fait qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans un vieux livre du 19e siècle qui parle d'une créature de la science qui parle pas, qui veut juste tuer du monde parce qu'un scientifique fou a décidé de jouer avec la nature de la vie? À mes yeux, à moi, rien pantoute. J'aime pas la science-fiction. Et puisque Frankenstein est considéré comme un des premiers romans qui a comme parti le genre littéraire, pratiquement, je vois pas trop en quoi j'allais aimer ça. Eh bien, ma grosse tête de préjugés remplie de clichés cinématographiques aurait dû aller faire des recherches bien avant parce que tout ce que je viens de résumer sur Frankenstein, qui est tout ce que je pensais qu'était l'histoire avant de la lire, c'est pas ça pantoute. C'est du gros mensonge. Allons-y pour la vraie histoire. Le docteur Frankenstein est un scientifique absolument dévoué à la science et il décide de trouver un nouveau moyen de créer la vie. Et par ça, je veux bien évidemment pas parler du processus de grossesse et de naissance. Pour aller faire des recherches là-dessus, je vous conseille des lectures extrêmement récentes et les analyses scientifiques les plus près de nos années à nous. Au 19e siècle, c'était un petit peu plus rough. Mais non, le docteur Frankenstein a décidé de créer sa propre créature à partir de cadavres d'humains et de l'assembler pour pouvoir lui donner la vie ensuite. Et même, étrangement, s'il a pris les plus beaux morceaux de cadavres qu'il pouvait trouver lorsque le monde s'est réveillé, il s'est comme rendu compte que c'était pas la meilleure idée qu'il a eue dans sa vie. Il est complètement horrifié par sa création. Il réalise à quel point c'était une mauvaise idée et il en devient même presque fou. Il est pas fou dans le sens « Ah, je suis un scientifique, mongol ». Non, c'est « Je suis un scientifique qui vient de détruire la science ». Et là, il s'est mis à avoir le plus peur de ce qu'il avait créé, des limites de ce qu'il avait créé aussi, parce que c'est tellement monstrueux ce qu'il voit, qui ne peut être autre chose qu'une machine à tuer. Puis là, il a peur qu'il ait tué toute sa famille, puis qu'il revienne le voir, puis que genre, il tue dans son sommeil, bref. Il a vraiment peur. Fait que ça le rend fou. Mais il guérit tranquillement pas vite. Il est parti dans un profond délire et il n'a pas entendu parler de la créature pendant vraiment longtemps. Mais dans le fond de sa tête, il sait qu'il y a quand même la possibilité que la créature revienne et veuille tuer son créateur. Alors lentement, il commence à se rétablir du choc et un jour, on vient lui annoncer que son petit frère a été assassiné. Il est persuadé que c'est la création de son œuvre, alors Frankenstein va retourner dans sa famille pour aller enquêter sur la mort. Et guess what? He did it. Très important de préciser à ce moment-ci que la créature, elle parle beaucoup à part de ça, et très bien d'ailleurs. Pendant environ 3 chapitres, la créature va nous partager tout son processus depuis le moment où il s'est enfui du laboratoire de Frankenstein jusqu'au moment où il l'a retrouvé. Donc, après avoir tué son petit frère. On voit absolument tout le processus qui l'a mené à ce qu'il est devenu. Un meurtrier. Oui, il a tué le petit frère. Mais aussi un être humain. Elle va vraiment raconter tout son cheminement. Donc, elle a dû apprendre à parler, à se déplacer par elle-même, à survivre, à trouver à manger, s'abriter, tout ça. Et il l'a fait en observant une famille dans une petite maison qui créait leur petite vie quotidienne. Et il les aidait la nuit pour travailler sur les champs, tout ça, être un petit peu une aide dans les ombres. Et c'est comme ça qu'il a appris à parler, qu'il a appris à devenir un être pratiquement civilisé. Mais lorsqu'il a voulu se révéler à ses amis, ceux qu'il considérait ses amis, puis ça faisait longtemps qu'ils observaient, ça s'est mal passé. Parce que, bien évidemment, la créature, elle a l'air d'un monstre. Alors, pour attirer des nouveaux visiteurs chez vous, des comme « Ah, il me semble que je te laisserai pas rentrer le portique ». Et on voit à travers ce processus-là que la créature a appris à ressentir des émotions et à comprendre les émotions des autres aussi. En son cœur, la créature de Frankenstein, comme le décrit Mary Shelley dans ce roman, est vraiment très humaine. Au regard des autres, par exemple, yark! Ça crie, ça se crame. Le monde est beaucoup trop effrayé pour lui offrir refuge, amitié ou juste autre chose que des cris à la vue du monstre. C'était une constatation qui lui brise le cœur et la violence a émergé de lui pour essayer de contrer ce sentiment d'abandon, de solitude. Et on va se le dire, est-ce qu'il y a de quoi de plus humain que ça? Mais plutôt que de suivre ce désir de destruction-là, la créature essaie de convaincre Frankenstein qu'elle est capable de meilleur. Et il lui dit que s'il lui construit une femme à son image, donc construit à partir des parties de cadavres, qui va être aussi hideuse que lui, il lui promet de quitter sa vie et de ne plus jamais revenir, de se cacher dans le fin fond des bois et de plus jamais terroriser l'humanité. Là, Frankenstein il est comme est-ce que c'est une bonne idée de refaire la même erreur 2 fois? Mais bref, comme le monstre menace de tuer tous ceux qu'il aime et toute sa famille, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Alors Frankenstein se met au travail, commence à construire le nouveau cadavre, mais il est complètement incapable de le compléter. Trop horrifié par ce qu'il a fait déjà avec l'autre monstre, il veut pas infliger une autre créature comme ça à l'humanité et surpasser les limites de la science une fois pour faire une aussi grosse découverte que la créature, ok, faire la même erreur 2 fois, un peu cave. Puis là, le monstre, il est pas content. Finalement, il fasse pas son projet. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer tout le monde qu'il aime. Puis ça fait pas l'affaire du docteur. Fait que lui, il décide de se mettre en chasse contre le monstre après qu'il y ait plus personne dans sa vie. Et il se fait une mission de le détruire et de s'entre-détruire, dans le fond. Fait que ça, c'en est pour l'histoire principale. La trame globale du roman,
ce qu'on nous vend dans le résumé, bref, l'action centrale. Mais que serait un vieux livre du 19e siècle sans des longues descriptions et des moments un petit peu inutiles, mais tout de même intéressants? Il faut que je vous parle de Walton. Ah, mais c'est qui ça, Walton? Oh boy. Ok, pour faire simple, le roman est écrit en 3 niveaux de narration. D'abord, on a Walton. Walton, c'est un marin qui est parti en expédition pour accomplir son rêve de découvrir le pôle Nord. Il écrit des lettres à sa sœur Marguerite sur son parcours, sur son expédition, mais surtout sur la solitude qu'il ressent et le besoin qu'il aurait de pouvoir parler à quelqu'un de ses projets, de ses rêves et d'avoir tout simplement un ami. Un jour, il raconte dans une de ses lettres qu'il a découvert un homme sur le point de geler sur une plaque de glace et qu'il l'a embarqué à bord et qu'il a commencé à lui raconter son histoire. Cet individu, le docteur Frankenstein. Il va raconter tout de son enfance, de ses études, et ce qui l'a mené à la science, et la fille qui tripe dessus, qui est sa cousine, mais c'est le 19e siècle, fait que c'est chill. Et bla, et bla, et bla, et bien tout ce que j'ai résumé tantôt, jusqu'à ce qu'il se mette en quête de retrouver le monstre après le décès de son frère. Ensuite, c'est le monstre qui va prendre la parole pour raconter tout son parcours, ce que j'ai expliqué aussi tantôt pendant le résumé. On va ensuite revenir à Frankenstein après la demande de la créature de lui créer de femme. Frankenstein complète son histoire jusqu'à ce qu'il dise à Walton qu'il, en fond, a tué tout le monde dans sa famille. Et on va compléter la boucle avec Walton qui complète avec la finale. Je vais pas la spoiler, celle-là. Et qui décrit, dans le fond, à sa sœur le dénouement de cette rencontre. En gros, c'est du génie. Une histoire dans une histoire dans une histoire. Ça peut être complexe à expliquer comme ça peut être plus ou moins clair de la manière dont je l'ai expliqué. Mais l'écriture de Mary Shelley est extrêmement claire. Alors, on sait toujours qui parle, à qui il s'adresse et qu'est-ce qu'il nous raconte. Avec ce résumé, vous pouvez voir qu'il y a un extrêmement grand rapport de force entre le créateur et sa créature. Ça va être d'abord Frankenstein qui va mener le bal. C'est lui qui contient littéralement tous les repères pour construire la créature, donc créer la créature. Et au moment où Frankenstein va donner la vie à sa création, c'est maintenant elle qui se retrouve avec le pouvoir, tellement il est horrifié par ce qu'elle a fait. Mais les tables vont vraiment tourner officiellement au moment où le monstre va décider de prendre sa vie en main et d'aller confronter le créateur. C'est le monstre qui a été le premier à se mettre en chasse contre Frankenstein et les rôles vont s'inverser lorsque Frankenstein va rompre son marché et se mettre en chasse du monstre après qu'il ait, comme je l'ai déjà dit, tué toute sa famille. Et techniquement, si on suit le fil des choses, la tension ne peut pas être rompue à moins qu'il y ait un des deux personnages au bout de la corde qui cesse de tirer. Et même Walton est conscient de cette fatalité, il faut le faire. Même nos deux personnages sont très conscients de cette fatalité-là. Ils s'enlignent bien pour se tuer l'un l'autre, puis sont très déterminés à tuer l'un l'autre. On va déplacer le sujet vers autre chose. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, la créature, elle n'a pas de nom. Non, elle ne s'appelle pas Frankenstein. Le docteur Frankenstein a créé un monstre et il restera sans nom tout le long du récit. C'est après la première adaptation cinématographique par James Whale qu'on a commencé à appeler la créature Frankenstein. Il y a une magnifique préface de Claude Aziza à l'intérieur dans laquelle j'ai puisé plusieurs informations et sur laquelle j'ai basé une bonne partie de mon analyse. Si vous êtes capable de vous la procurer, ça va être plus facile si vous voulez me fact-check, mais je l'ai pris dans une librairie usagée. Alors, bonne chance. Mais bref, comme le disait Aziza dans la préface, ça a du sens que le monstre ait fini par prendre le nom de Frankenstein, puisqu'il agit un petit peu comme étant le créateur, comme étant son père, et Frankenstein étant le nom de famille du docteur Victor Frankenstein, c'est normal qu'il ait légué, entre guillemets, le nom à son fils, qui est le monstre, sa créature, sa création. Mais dans le roman, on va toujours faire référence à la créature avec des synonymes de monstruosité. Jamais il a de nom, même quand il va prendre la parole, donc même quand il sera le narrateur. Quand même triste. La créature agit et pense comme un être humain. Il ressent les émotions et il est affecté par le regard des autres. Mais il n'y a pas une des premières choses qu'on considère humaine de faire, c'est-à-dire nommer quelqu'un, lui donner un nom. C'est la première chose qui va venir caractériser notre identité. Puis c'est niaiseux, parce que quand on lui a donné le nom de Frankenstein, ça a perdu toute la connotation de grand scientifique que ça avait, puis maintenant, c'est seulement associé avec un synonyme de monstruosité. Tu dis Frankenstein, qu'est-ce que tu vois? Un gros monstre vert avec des clous dans le cou qui réagit à l'électricité puis qui chill avec Dracula. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous enlevait votre nom? Qu'est-ce qui se passerait? Comment qu'on vous appellerait? Dites-moi pas un surnom. T'as plus de prénom, t'as plus de nom de famille. Tout ce qui te caractérise, si on avait à écrire un livre sur toi, ce serait tes traits physiques. Puis dans le roman, même pas tes traits psychologiques, mais mettons qu'on l'étende un petit peu. Qu'est-ce qu'on dirait de toi? Tu compares avec la situation de Frankenstein, à quel point ça blesse à l'intérieur de ne plus avoir de nom, de ne plus se faire appeler par son prénom. Fuck, il est pareil.
Ça va être un roman qui va faire autour de 250 pages. Ça a l'air épais, ça a l'air intense, mais c'est pas si pire que ça. C'est sûr que les niveaux de lecture sont différents chez chacun. Il y en a qui peuvent trouver que 250 pages, c'est énorme, et pour d'autres, c'est presque rien, et je veux pas juger là-dessus. Mais dans vos dernières années de secondaire 4, secondaire 5, ça va souvent être des petit peu plus grosses briques qu'on va vous partager. Puis comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, c'est un 250 pages, oui, mais avec des petites écritures, donc ça peut être plus difficile pour les yeux, pour le moral. Je vais quand même vous donner des mots d'encouragement. Le roman, il s'avance très bien et on sait toujours où on est dans l'histoire, donc on ne se sent jamais perdu. Puis j'espère que ça va vous aider à vous avancer dans votre lecture, de savoir la prochaine étape. Petit mot sur notre autrice. Elle est aidée par 2 parents qui étaient également des auteurs, William Goodwin et Mary Wollstonecraft, qui est une des plus grandes révolutionnaires féministes de sa génération. Elle a rencontré Percy Shelley en 1814 et elle est devenue son amante jusqu'à ce qu'ils se marient en 1816. Ils ont eu plusieurs enfants, dont plusieurs, malheureusement, sont morts en très bas âge. Il va y avoir Percy Florence, un autre auteur qui va avoir grandi jusqu'à l'âge adulte et fait une propre vie de lui-même. Mais en ce qui concerne l'écriture de Frankenstein, c'est quelques mois avant son mariage avec Percy qu'elle est partie en voyage avec son amant, sa demi-sœur et quelques autres personnes. Et ils se sont donné comme défi d'écrire chacun une histoire de fantôme. Et c'est à ce moment-là que Mary va commencer à créer son personnage de Frankenstein et de la créature. De la fin octobre jusqu'à la mi-décembre, Mary va écrire le roman qui est aujourd'hui Frankenstein pour le publier anonymement en 1818. La première traduction française a été faite en 1821 et Mary est devenue une autrice professionnelle à la mort de son mari. Elle est elle-même décédée en 1851. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans ma lecture, à part le fait que je suis pleine de préjugés et que je devrais pas me fier à la critique d'un livre sur ce qu'est sa adaptation cinématographique et tout l'univers de la culture populaire qu'on en aura fait 200 ans plus tard? Bref, d'abord, le roman de Frankenstein, il a inspiré la science-fiction. Il n'est techniquement pas considéré comme une œuvre de science-fiction. Il ne s'apparente pas nécessairement à ce qui est devenu le genre littéraire aujourd'hui. À ce moment-là, l'autrice, elle définissait vraiment les grandes lignes de ce que ça pouvait aller devenir plus tard. Et c'est vraiment été une des premières à aller pousser les questions, tout ce qui est au niveau de la science. Alors, quelles sont les limites de la science? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant qu'humain? Qu'est-ce qu'on devrait laisser à la nature? Qu'est-ce qu'on devrait laisser sans expérience? Jusqu'où on peut pousser les limites? Et à quel point l'homme utilise ses connaissances pour créer le bien, créer le mal? Techniquement, dans Frankenstein, qui est aussi accompagné d'un sous-titre ou le Prométhée moderne, l'autrice va également aller revisiter un ancien mythe de la mythologie grecque, qui est donc l'histoire de Prométhée, qui avait été condamné par les dieux à avoir son foie mangé à tous les jours par un aigle alors qu'il était attaché et impuissant. Si je simplifie grandement l'histoire, Prométhée a volé du stock aux dieux, puis il a été puni. Dans le même esprit, le docteur Frankenstein est condamné à voir mourir tous les gens qu'il aime un après l'autre, en le sachant, parce que le monstre, il l'a prévenu. C'est comme une punition pour avoir osé défier les lois de la nature et avoir poussé contre nature les limites de la science. Vos profs vont probablement vous poser la question: est-ce qu'il y a des limites à ce que l'homme a le droit de faire avec la science? C'est un grand débat éthique et une excellente question d'examen. On va vous proposer généralement la lecture de Frankenstein vers la fin de votre secondaire. Donc on peut facilement tomber dans des questionnements beaucoup plus réflexifs, psychologiques, qui vont vous pousser à prendre des décisions sur des gros conflits moraux comme ça. Des gros problèmes éthiques. Ça vous prépare également pour les cours de philosophie que vous allez avoir au cégep, pour ceux d'entre vous qui vont vouloir y aller. Dans le même ordre d'idée de questions, est-ce que la créature de Frankenstein est fondamentalement mauvaise? Elle tue des gens. On est tous d'accord pour dire que ça, c'est pas bien. Mais après avoir écouté ses histoires, après avoir compris son cheminement, s'être reconnu aussi dans sa solitude, dans sa détresse, est-ce qu'on peut vraiment dire que la créature n'a rien de plus qu'un monstre? Personnellement, j'arrive pas à me dire que c'est juste un monstre parce qu'il réagit beaucoup trop comme un être humain. Un mauvais être humain, mais un humain pareil. On peut tous entendre qu'il n'y a rien de plus humain que la colère, la violence et la destruction. C'est un de nos principaux moyens de résolution de conflits. Franchement hypocrite parce qu'on répète tout le temps aux jeunes que c'est pas une manière de régler ses problèmes d'utiliser la violence. Mais ensuite, tu regardes notre historique des guerres, puis de tous les conflits internationaux, et l'investissement de fou qu'on met dans l'industrie d'armement. Puis là, t'es comme, waouh! Donnez l'exemple! Plus aussi cool que ça a déjà été. Bref, passons à autre chose. De où part la monstruosité de la créature? Du créateur? Est-ce que lui a délibérément construit un monstre? On se rappelle que Frankenstein avait comme objectif de créer un être humain. À quel point est-ce qu'il a vraiment échoué? Est-ce que la créature est devenue un monstre à cause de ces gens-là? De ce que ces gens-là pensaient de lui, de comment il réagissait à son regard? Et en se faisant traiter constamment comme n'étant rien de plus qu'un monstre, est-ce qu'on peut vraiment penser à être autre chose? Est-ce que vous seriez en mesure d'affirmer complètement, sans l'ombre d'un doute, après avoir lu le roman, que la créature est mauvaise? Et si on pose la question plus loin, est-ce qu'un être humain naît
mauvais? Ou est-ce qu'il est influencé plus tard par sa vie, par ses décisions, par le regard des autres? Influencé par son entourage. Et si je peux me permettre une petite citation dans les mots de la créature elle-même, mon cœur était fait pour ressentir de l'amour et donner de l'affection. Alors parlez-en entre vous, essayez de vous créer une tête là-dessus, posez-vous des questions par rapport au fondement de cette créature-là, puis qu'est-ce qui l'a mené à être ce qu'elle est et à quel point elle est mauvaise, à quel point le créateur est responsable de sa créature, de ce qu'il a créé. N'hésitez également pas à m'en parler dans les commentaires. Si jamais vous avez d'autres liens de référence ou des explications supplémentaires que vous voulez apporter sur ma description du roman, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et permettre aux autres d'aller faire un petit peu plus de recherche eux autres aussi. J'espère avoir été utile, j'espère que ma vidéo vous aura plu et on se dit au revoir et à la prochaine!